Bonjour tout le monde. Merci de répondre, ça me rassure un peu de vous entendre. Je ne sais pas du coup si je dois attendre que tout le monde soit installé. Je ne sais pas s'il y a encore des places. Alors déjà, merci à tout le monde d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Alors je suis hyper stressée de faire cet atelier pour ceux qui ne le savent pas encore. Je n'ai jamais fait ça et je ne suis pas du tout à l'aise pour parler en public. Donc je vais faire de mon mieux pour vous présenter les espaces à scénario. Et j'espère que ça sera intéressant pour vous et que ça vous plaira. Alors, c'est parti. J'attends juste encore 2 minutes. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Rambaud et j'ai le compte Instagram Maîtresse Mélanie que j'alimente depuis quelques années. J'enseigne en maternelle depuis 10 ans, j'ai un triple niveau cette année et je travaille dans un public assez populaire avec des classes entre 25 et 30 élèves. Je vous le dis pour vous expliquer que ce que je vais vous montrer, ça peut se faire dans des classes à effectifs chargés puisque quand j'ai écrit le premier livre, j'avais 30 élèves. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, ça fait 6 ans que je travaille en espace à scénario. J'ai commencé parce que depuis ma première année, ce qui me semble le plus important à l'école, c'est que les enfants aient envie de venir. D'abord, c'était par les projets que j'ai commencé à leur donner envie de venir à l'école, de venir apprendre. Et ensuite, j'ai rajouté à la pédagogie de projet les espaces à scénario. Alors, pourquoi j'ai appelé ça espace à scénario? Parce que ce sont des espaces dans lesquels il y a des scénarios. Voilà. C'était pas très original, je vous l'accorde. Voilà, donc du coup, ça, je crois que c'est tout bon. Je vais pouvoir passer à la prochaine. Voilà. Ah bah non, c'était là que je devais me présenter. Voilà. C'est moi. Voilà, donc c'est moi et un espace à scénario pour vous montrer un petit peu, ça c'est le magasin de vêtements. Voilà, donc comme je vous le disais, mon ambition principale, c'est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre. Ça a toujours été la base de mon enseignement et c'est pour ça que les espaces à scénario ont trouvé leur place vraiment facilement dans ma classe. Alors l'essentiel pour qu'ils aient envie de venir, c'est de réunir les différentes conditions qui vont permettre aux enfants d'apprendre et en étant le mieux possible à l'école. Vous le savez, dans les programmes, l'école maternelle, c'est l'école de la bienveillance. Ça, on le sait, c'est écrit dans les programmes. Ça veut dire on s'adapte au rythme de chacun et on met en place un climat de classe bienveillant pour les enfants, un climat serein dans lequel ils se sentent bien. Se sentir bien en classe pour mieux apprendre, ça veut dire on a beau faire les plus jolies fiches de prep, les plus jolies fiches séquences, si les enfants n'ont pas envie de venir à l'école, s'ils s'y sentent mal, on n'ira pas très loin avec eux. Donc l'idée, c'est vraiment de tout faire pour qu'ils soient bien à l'école. Ce sera la base pour tous les apprentissages. Et puis développer la confiance en soi chez les élèves pour leur montrer qu'ils sont tous capables d'apprendre. Et ça passe par différentes modalités de travail qu'on peut proposer aux enfants pour que tout le monde trouve une modalité qui lui convienne. Alors, les espaces à scénario, c'est quoi? Donc, je vous l'ai dit, ce sont des espaces avec des scénarios dedans. C'est en fait une nouvelle modalité de travail qui va permettre de renforcer des compétences par une activité d'entraînement qui sera proposée sur une longue durée, donc en général sur une période à peu près. Le scénario, je le définis comme une trame de jeu réfléchie pour un espace précis, un domaine déterminé et une ou plusieurs compétences ciblées. Vu de l'extérieur, ça ressemble au coin-jeu qu'on connaît en maternelle, mais la différence, c'est que le scénario, il apporte une autre dimension à ces coins-jeux qu'on connaît, parce qu'il est vraiment construit autour d'une compétence qu'on souhaite travailler sur une période donnée. Ça veut dire que les enfants savent qu'il y a une consigne claire, et ils savent que c'est un endroit où ils vont travailler. Donc, dans les espaces à scénario, on a 2 rôles, un peu comme 2 acteurs, une consigne claire, et aussi plusieurs niveaux de difficulté. Alors, pourquoi les espaces à scénario et qu'apportent-ils? Les espaces à scénario permettent d'apprendre en jouant et en s'exerçant, qui sont 2 modalités d'apprentissage spécifiques à la maternelle qui sont citées dans les programmes.
Ils permettent aussi de donner du sens aux apprentissages. Ils motivent les élèves, notamment par le côté ludique et joliment décoré, très concret, qui donne envie aux enfants d'aller dans cet espace pour jouer, mais en fait pour travailler. Et les espaces à scénario offrent une nouvelle modalité de travail, une autre modalité. C'est vrai qu'en maternelle, on connaît les ateliers en groupe, les ateliers dirigés avec l'enseignant ou avec l'ATSEM. On connaît aussi les ateliers autonomes où les enfants travaillent seuls. Avec les espaces à scénario, on propose aux enfants de travailler en duo. Et pour beaucoup d'enfants, c'est une modalité de travail qui leur convient mieux parce qu'en autonomie, ils ont parfois du mal à se fixer sur le travail, à choisir quelque chose et à simplement aller jusqu'au bout, alors qu'en duo, ils sont souvent plus motivés. Donc l'idée, c'est de trouver différentes modalités dans la classe pour s'adapter aux choix de tout le monde. Et les espaces à scénario s'utilisent dans les différents domaines d'apprentissage. Alors, comment les mettre en place? Donc, c'est une question que vous me posez souvent. J'ai repris en fait 3 questions que j'ai souvent sur Instagram. À quel moment les mettre en place? À quelle fréquence? Et avec quel matériel? Alors, à quel moment? C'est une réponse assez importante parce que, comme je vous le disais, pour vraiment les différencier des coins-jeux, dans ma classe, les espaces à scénario sont ouverts uniquement durant les temps d'atelier. Ça veut dire qu'ils savent que c'est un endroit où on travaille et c'est un choix. En fait, quand c'est l'heure des ateliers, ils choisissent soit de venir à un atelier dirigé avec l'ATSEM ou avec moi, soit de faire un atelier de manipulation en autonomie, ou alors d'aller dans les espaces à scénario. Et ils peuvent changer de modalité au cours du temps d'atelier. Ça veut dire que le matin à l'accueil, ils sont toujours fermés. Et en fait, j'ai pas besoin de le préciser aux enfants parce qu'ils savent que c'est à l'heure des ateliers qu'on peut aller dans les espaces à scénario. Voilà, ça c'est bon. À quelle fréquence? Alors, dans le livre, je vous propose de les changer toutes les périodes. Donc, ça fait à peu près toutes les 6 semaines. C'est variable, ça dépend vraiment du nombre d'enfants dans votre classe. Ça dépend aussi de l'intérêt des enfants pour l'espace, parce que d'une année à l'autre, ça peut vraiment changer. Une année, j'avais mis l'espace docteur dans ma classe et j'avais vraiment très peu d'intérêt de mes élèves cette année-là. Et l'année d'après, il aurait pu rester 10 semaines, ça aurait vraiment fonctionné. Donc il faut aussi un peu s'adapter aux enfants, mais en général, moi, je les laisse environ 6 semaines. Et j'en mets 2 par période. Là aussi, ça va dépendre de votre classe, parce que c'est vrai que quand j'ai écrit mon livre, j'avais pas du tout pensé qu'il y avait des classes à tout petit effectif. Il y a une collègue d'Instagram qui m'avait écrit d'une école rurale, et elle me disait qu'elle avait 8 élèves. Et c'était quelque chose auquel j'avais jamais pensé, parce que j'en avais 30. Et donc, c'est vrai que quand j'ai écrit le livre sur comment l'utiliser, combien en mettre en place, j'ai pas pensé à ce cas de figure-là. Et c'est vrai que si vous avez 8 élèves, 2 espaces en même temps, par période, ça va être trop parce qu'il n'y aura pas assez d'enfants pour y travailler, en fait. Donc, c'est vraiment à adapter en fonction de votre classe et de vos élèves. Ensuite, avec quel matériel? Donc, ça, c'est souvent le point qui fait le plus peur. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. On a souvent l'impression qu'il va falloir beaucoup de matériel pour pouvoir faire les espaces à scénario. Mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on les installe par période. Donc, quand on a le livre, on ne va pas chercher à réunir le matériel des 10 scénarios d'un coup parce que ce n'est pas utile. Vous pouvez le faire à chaque période. Donc déjà, ça paraît moins impressionnant. Et ensuite, je vais vous montrer après avec un exemple que on n'a pas besoin finalement de tant de matériel que ça. Donc je vais vous montrer avec la pizzeria. Voilà, donc là, c'est un exemple pour installer l'espace à pizzeria du tome 1. À gauche, je vous ai mis ce qui n'est pas fourni. Donc, c'est ce que vous allez devoir réunir pour mettre en place l'espace. Et à droite, c'est tout ce qui est déjà dans le coffret, parce que le livre est vendu avec un coffret pour que ce soit le plus clé en main possible. Donc, si vous avez le coffret, tout ce qui est à droite, ça vous prend 37 secondes à sortir du coffret et à mettre en place. Donc, c'est hyper rapide. Et de ce côté-là, vous voyez qu'en fait, il vous faut juste une pizza. Alors la mienne, elle est en feutrine et elle vient d'un grand magasin suédois qui a une enseigne bleue et jaune. Et pour ne pas citer le nom. Donc voilà, d'ailleurs j'ai eu l'idée de cet espace quand j'étais dans ce magasin en voyant cette pizza. Donc il vous faut une pizza. Moi j'avais racheté 2 feuilles de feutrine qui coûtent vraiment pas cher parce qu'il me manquait quelques ingrédients pour pouvoir proposer une activité de dénombrement intéressante parce que souvent dans les kits les quantités d'ingrédients sont très limitées. Donc j'ai rajouté les olives qui sont parfaitement faciles à découper. Je pense que c'est bon pour tout le monde, ça fera pas peur.
Et quelques champignons, c'est aussi accessible. Et puis finalement, il vous faut juste 2 porte-monnaies qui vont en plus vous resservir dans tous les scénarios où il y aura de l'argent. Donc finalement, une fois que vous avez réuni ces porte-monnaies, vous les avez pour toute l'année et il faut très peu de matériel pour arriver à un espace à scénario. Alors, il ne faut pas grand-chose pour que les enfants aient envie de venir. Là, j'ai rajouté une petite nappe que j'ai trouvée qui traînait dans la réserve de l'école, qui n'est pas du tout une nappe d'ailleurs à la base. Et voilà, une petite guirlande, un petit fanion, et ça suffit. Avec du matériel qui donne envie aux enfants, du matériel vraiment à manipuler, ça c'est vraiment important parce que souvent, on se dit, bon, je peux le fabriquer avec des jeux à plastifier, mais c'est vraiment moins concret pour les enfants, moins ludique et moins motivant quand on a une pizza en papier plastifié pour jouer avec. Voilà. Donc là, vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour cet espace. Les cartes sont dans le coffret et le matériel est assez facile à réunir. J'ai oublié de tourner mes pages. Alors, on me parle aussi souvent de la gestion du matériel. Comment faire pour éviter d'avoir beaucoup de choses à stocker dans sa classe? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs meubles. Parce que souvent, on m'envoie « Ah, regarde, il y a une super promo dans ce magasin pour acheter une confiserie. Ah, regarde, il y a le stand du glacier. » Mais le but, c'est pas d'acheter un meuble par espace, parce que sinon, là, c'est sûr que vous aurez un problème de stockage. Donc un seul meuble suffit, 2 si vous mettez 2 espaces en même temps dans la classe. Et en fait, vous n'avez pas besoin de les stocker parce que toute l'année, ils sont dans votre classe. Vous avez juste à chaque fois à changer le matériel et le décor. En haut, je vous ai mis une illustration, enfin une photo de mon rangement. Donc moi, j'ai des boîtes en plastique comme ça que j'étiquette et je mets tout le matériel à l'intérieur. Je mets même aussi le matériel du coffret. Donc par exemple, les cartes de la confiserie, je les range dans une petite pochette que je mets à l'intérieur. Ce qui fait que l'année suivante, quand je réinstalle l'espace à scénario, ça prend même pas 10 minutes à faire puisque tout est réuni au même endroit. Donc ça, c'est vraiment... En fait, on a l'impression que c'est une montagne de matériel et une montagne d'organisation, mais pas du tout. Il faut le faire progressivement la première année et ensuite, quand c'est fait, ça prend vraiment 5 minutes à installer. Et il y a même des espaces où j'arrive à en mettre 2 dans la même boîte parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Ensuite, pour rassembler le matériel, je reçois souvent des messages pour me dire « Ah, je vais acheter ce qu'il faut pour le tome 2, qu'est-ce qu'il me faut ?» Ils me demandent la liste, etc. Mais en fait, je ne vous demande pas de tout acheter. Moi, j'ai vraiment essayé aussi de réunir des choses, de les fabriquer, de demander à des parents, de demander à des collègues, parce qu'on peut trouver plein de choses à la maison pour les espaces à scénario. Par exemple, pour le magasin de vêtements, vous dites aux parents, là, pendant 6 semaines, je vais installer cet espace-là, j'ai besoin de 2 pantalons, 3 t-shirts, un pull, un chapeau, qui peut m'en prêter un? Et vous avez le matériel pour faire cet espace dans votre classe, vous les rendez après aux parents. Moi, je l'avais fait pour une caisse enregistreuse, il m'en manquait une. Même pour de la dinette, on m'avait prêté une nappe aussi. Vous pouvez vraiment demander autour de vous. Et dans le livre, vous avez des tutos pour fabriquer certaines choses qui sont faciles à faire. Dans le tome 2, on a mis des QR codes. Par exemple, pour l'espace du bijoutier du roi et de la reine, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment coudre la couronne en feutrine. D'ailleurs, c'est même pas de la couture parce qu'on colle. Vraiment hyper facile. Donc, vous avez de l'aide aussi sur mon compte Instagram pour vous aider à fabriquer le matériel. Ça va jusque-là? Ok. Et pour les stocker, pour ranger tout ça, moi je les mets au-dessus de mon armoire. Donc voilà, elles sont toutes rangées. Et comme il y a les petites étiquettes, les enfants en plus ils adorent, ils regardent tout le temps. Des fois je les entends parler. Est-ce que tu crois qu'après elle va mettre la confiserie? Est-ce que tu crois qu'après elle va mettre la pizzeria? Donc voilà, ça se range assez facilement. Je vais regarder le timing. On est bon. Alors, dans le tome 1, je vais vous présenter en fait les 2 tomes que j'ai écrits pour vous expliquer un petit peu les différences parce que j'ai aussi beaucoup de questions. Pour ceux qui veulent se lancer, est-ce que je commence par le tome 1 ou est-ce que je prends le tome 2 directement? Donc déjà, les 2 livres sont prévus pour la petite, la moyenne et la grande section. C'est adapté pour tous les niveaux. Alors, j'ai pas mis les tout petits parce que j'en ai jamais eu, donc je me sentais pas apte à proposer quelque chose pour les tout petits, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui les adaptent, qui les utilisent, notamment toutes les variantes en langage qui sont beaucoup utilisées pour les tout petits. Donc dans le tome 1, on a surtout axé avec mon éditrice sur les domaines principaux de la maternelle, donc tout ce qui concerne les mathématiques et le langage oral et écrit.
Et vous avez notamment dans le tome 1 3 espaces qui sont vraiment très chouettes pour travailler l'écriture et pour donner du sens, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de donner du sens aux apprentissages. Vous avez le docteur, l'espace gentillesse et les lutins qui vous permettront de donner du sens à l'écriture pour les enfants. Pour chaque espace qui sera détaillé dans le livre, vous avez aussi des variantes. Donc, par exemple, si le glacier il est proposé pour travailler le langage oral, pour nommer les couleurs et les fruits, vous avez une variante qui vous propose de le travailler aussi en numération ou encore un autre domaine. Donc, ça vous permet de réutiliser le livre plusieurs années de suite si vous n'avez pas envie de refaire exactement les mêmes scénarios chaque année. Donc, dans le tome 1, vous avez le glacier, donc je vous disais qu'il travaille le langage oral, le fleuriste pour la numération, le pressing pour le tri selon un critère, les lutins du Père Noël pour l'écriture et le dessin, la pizzeria pour la lecture des nombres et le dénombrement. La confiserie, c'est le seul espace qui n'est pas adapté aux petits purs. Aux petits tout court. Au petit tout court, parce que du coup, c'est comparé des masses, donc c'est plutôt pour les moyens grands, mais il y a des variantes pour les petits. L'espace docteur pour l'écriture, le salon de thé pour la décomposition des nombres et le magasin de vêtements pour aller jusqu'à la comparaison de nombres et le retrait de 1 ou 2 pour les plus grands. Ah, j'ai oublié l'espace gentillesse, pardon. Et l'espace gentillesse, je vais en parler après, j'ai fait un petit zoom sur l'espace gentillesse à la fin pour vous l'expliquer. Merci. Le tome 2, donc là, on a ajouté d'autres domaines, comme par exemple la motricité, parce qu'on peut aussi réussir à faire de la motricité en classe avec les espaces à scénarios, mais on garde toujours les domaines principaux avec des scénarios sur les mathématiques, le langage oral et le langage écrit. Souvent, on me demande entre les deux, si on a des petits, lequel choisir. Dans le tome 1, il y a 5 espaces sur les 10 qui sont adaptés vraiment aux petits purs. Ça veut dire pas les petits en niveau multiple, parce qu'en niveau multiple, de toute façon, avec les petits, ça roule mieux, parce qu'il y a les grands qui peuvent les aider, donc on arrive toujours à adapter. Mais quand on a une classe de 30 petits purs, c'est pas forcément évident de mettre en place tous les scénarios. Donc dans le premier, il y en a 5 qui sont vraiment pour les petits purs. Tous les autres moyens grands sans souci. Et dans le tome 2, par contre, là, on a 8 espaces sur les 10 qui sont aussi adaptés aux petits purs et tous les espaces pour les petits en niveau multiple, moyen et grand. Donc, dans le tome 2, on a le bar à jus qui permet de travailler le tri selon des critères, la boulangerie pour le langage oral et la mémorisation, le bijoutier du roi et de la reine pour apprendre à nommer et reconnaître les formes géométriques. Le restaurant japonais qui va permettre aux enfants de s'entraîner à se repérer sur une ligne, sur un quadrillage et dans un tableau à double entrée. Le studio de yoga pour développer le langage oral, notamment la description et aussi la motricité avec la réalisation des postures. Ensuite, on a la pétanque. Oui, c'est possible de faire une pétanque en classe. Ah, je perds ma télécommande. Donc oui, c'est possible de faire la pétanque en classe et on va s'en servir pour s'entraîner à écrire les nombres et à travailler le lancer en motricité. La roue de la chance, qui est ici, c'est pour les différentes représentations des nombres, donc s'entraîner à reconnaître les différentes représentations. La pêche au canard, je vous en parle juste après parce que je vais faire un petit zoom sur cet espace. L'épicerie qui a été créée autour de la phonologie et l'agence de voyage pour le langage oral et l'écriture. Donc, je vais vous faire un petit zoom sur la pêche au canard pour vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée à cet espace. Alors, quand j'ai écrit le deuxième livre, j'avais déjà pas mal de scénarios en stock et je voulais pas écrire des nouveaux espaces pour travailler des choses qu'on avait déjà travaillées avant parce que ça n'a pas de sens d'avoir 4 boîtes dans la classe qui travaillent les mêmes compétences. Donc, j'ai cherché dans les programmes une compétence que j'aimais pas trop travailler personnellement et où je me suis dit qu'un peu de ludique ce serait le bienvenu. Et donc, je suis tombée sur cette compétence-là. Donc, commencer à positionner les nombres les uns par rapport aux autres et à compléter une bande numérique lacunaire. Et je ne sais pas comment, dans ma tête, je suis arrivée à la pêche au canard. Voilà. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais j'ai pensé à la pêche au canard.
Et si je crois que j'ai pensé, je me suis dit, un espace à scénario, fête foraine, ce serait bien. Bref, voilà, je suis arrivée à la pêche au canard. Et donc là, en fait, c'est vraiment un exemple qui vous montre que c'est un espace de travail, mais hyper ludique, parce que vous voyez comme ils sont heureux quand même, ça se voit. Hein. Ils sont trop contents parce qu'à la fin, ils gagnent une peluche. Alors, ils la gagnent pour 1 seconde, mais ça suffit à leur bonheur. Donc là, en fait, attendez, je regarde si j'avais préparé une autre image. Oui, j'ai préparé une autre image pour développer, donc je change. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu en zoom la pêche au canard et le matériel. Donc, comme vous le voyez, comme toujours, le but, c'est de motiver les enfants par des situations ludiques qui leur donnent envie de venir travailler. On a 2 rôles, comme dans tous les espaces à scénario. Ici, on a le rôle du forain et le rôle du joueur. Ils ont chacun une compétence bien spécifique à travailler. Donc, le forain, lui, sa compétence, ça va être d'écrire les nombres en chiffres et le joueur d'ordonner les nombres sur la bande numérique. Là, en haut, vous voyez un exemple de bande numérique avec 3 étoiles parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté pour la pêche au canard en partant d'une bande numérique complète, une bande numérique lacunaire et une bande numérique vierge à compléter entièrement. Ici, on voit que c'est le niveau 3 étoiles. Il manque un canard au milieu et ça ne commence pas par le 1, donc c'est un peu plus difficile. Ils doivent trouver le canard manquant, donc le joueur trouve le canard manquant. Il va le pêcher parce qu'il y a des numéros inscrits sur les canards et il va le placer sur la bande numérique. Ça, c'est son travail à lui. Le forain, lui, son travail, c'est d'écrire la réponse sur l'ardoise pour pouvoir ensuite comparer avec le canard que le joueur aura pêché. Donc là, ici, vous voyez une petite carte réponse. En fait, il y a un petit symbole en haut, là, il y a un carré, et ici un carré, c'est pour que le forain puisse trouver la carte réponse qui correspond à la bande choisie par le joueur. Et il va pouvoir voir la réponse et la recopier. Alors pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas tout seul la réponse? Parce que dans les espaces à scénario, ce qui est vraiment très important pour moi, c'est que chacun ait une compétence bien définie pour que déjà l'espace ne dure pas 3/4 d'heure par enfant, pour que ce soit plus facile à évaluer et pour que chaque enfant connaisse bien sa tâche. Donc là, la carte réponse, elle permet en fait à l'enfant de faire sa compétence, lui c'est d'écrire les chiffres, et en même temps ça va permettre une autocorrection parce que c'est en autonomie. Donc là, comme ça, on est sûr que le forain donnera la bonne réponse au joueur. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, donc pour vous expliquer qu'il faut limiter un petit peu les tâches dans l'espace à scénario. Par exemple, ici, vous voyez que la petite fille, elle pêche les canards avec une passoire, là, un écumoire. Parce que pêcher en maternelle, c'est pas acquis. La motricité fine. Donc en fait, si elle pêche avec une canne à pêche et un petit anneau, ça va prendre plus de temps qu'avec la passoire. Et donc, on va se concentrer sur la motricité fine. Il y aura la queue de tous les enfants qui veulent jouer. Ça va réduire le temps de jeu pour les autres enfants et le temps d'apprentissage pour ceux qui font la queue. Donc là, on ne se concentre pas sur la motricité fine, on se concentre vraiment sur la numération. Et puis, pour ceux qui ont un peu peur de mettre un bac à eau dans leur classe, même si ça se fait très bien, il y a mon amie Christina qui m'a dit qu'on peut remplacer par du sable. Donc ça marche aussi très bien, vous pouvez mettre une petite bassine avec du sable et des canards dedans. Ça fonctionnera de la même manière. Ensuite, je vais vous faire un petit zoom sur l'espace gentillesse. J'espère que je ne suis pas en retard. Je vois du personnel qui arrive, ils vont me mettre dehors. Non, je suis un peu en retard, mais on a commencé en retard, non? Je vais aller un peu plus vite. Alors, du coup, l'espace gentillesse, je vous explique comment je l'ai imaginé au début. En fait, j'ai changé d'école il y a 3 ans et j'avais une classe difficile avec beaucoup d'élèves violents et le climat de classe, il était très compliqué. Alors que moi, je suis quand même une maîtresse un peu bisounours, chamallow, et j'aimais pas trop ce climat. Je me sentais pas bien et je me sentais pas bien pour eux. Et donc, je me suis dit, on va mettre de côté tous les apprentissages, on va juste travailler sur ça, les compétences psychosociales, créer une ambiance sereine, bienveillante dans la classe. Et donc, à l'origine, l'espace gentillesse, il n'était pas comme ça, il n'y avait pas d'écriture. C'était juste coller un message gentil à un copain. Donc, il prenait un petit message, par exemple, tu es mon ami, il lui collait sur un papier et il l'offrait à un copain. Ils étaient hyper contents, ça marchait très bien. Une fois que le climat de classe s'est amélioré, j'ai pu poursuivre dans les espaces à scénario. Et alors, j'ai ajouté des compétences en écriture, puisqu'il y a 4 niveaux
dans l'espace gentillesse. Alors comme je suis un peu en retard, je ne vais pas vous le lire. Vous pouvez trouver l'extrait dans le kit pédagogique pour les séances d'empathie qui est sorti en janvier, où on parle effectivement des compétences psychosociales. Hop. Oh, cette télécommande, elle tombe tout le temps. Hop. Alors, donc dans l'espace gentillesse, on a 2 rôles. Donc, il y a 2 rôles comme dans tous les scénarios, mais là, c'est un petit peu différent parce qu'ils agissent en différé. Par exemple, à la pizzeria, au glacier, au bijoutier du roi, ils sont en face à face et ils interagissent directement. Là, c'est en différé parce que celui qui écrit le message ne va pas le donner tout de suite à son destinataire puisqu'il va l'écrire dans un cahier. Là, c'est le cahier des mots doux. Donc, chaque enfant a un cahier. Et on va faire en sorte que tout le monde puisse avoir un mot doux. Donc, je vais me déplacer pour vous montrer. En fait, ici, là, vous avez une boîte bleue et une boîte verte. Je ne sais pas si vous les voyez. Dans la boîte bleue, on met tous les cahiers qui n'ont pas de mots doux, qui n'ont pas encore eu de petits messages. Et dès qu'un enfant en a écrit un, il le met dans la boîte verte. Et quand un nouvel enfant veut venir écrire un message, il doit prendre dans la boîte bleue. Ce qui fait qu'on est sûr que tout le monde a le même nombre de messages. Parce que ça, c'est quand même la base dans un espace gentillesse, c'est qu'il n'y ait personne qui soit triste. Parce que si on n'avait pas ce fonctionnement-là, il y a des enfants qui n'auraient pas de messages, d'autres qui en auraient 50, et ça créerait justement l'inverse de ce qu'on veut. Donc il y a ce système-là pour permettre l'équité entre tous les enfants. Ici, le but, c'est d'écrire un message pour faire plaisir aux copains. Ça, c'est vraiment le but. Au niveau des apprentissages, on a 4 niveaux de difficulté. Même les plus petits peuvent travailler à l'espace gentillesse. Donc là, vous voyez, c'est une petite à gauche qui a collé un message qui est illustré. Avec le tableau bavard Isitis, les petits peuvent appuyer sur l'image pour entendre le message s'ils ne se souviennent pas. Donc ici, c'était « Tu as un joli t-shirt ». Et le but en petite section, c'est déjà de comprendre que le message qu'elle a choisi et qu'elle a mis dans le cahier, ce sera bien ce message-là qui va être transmis. Donc on a déjà une entrée dans l'écriture pour les petits. Et surtout, ça leur permet de comprendre que leur message peut avoir un impact sur les copains parce qu'au moment où on va lire les messages dans les cahiers, ils se voient tous les uns les autres, ils voient la réaction des copains, ils voient qu'ils sont contents, ils disent merci. Et voilà. Donc du coup, en général, ça fonctionne bien comme ça. Ensuite, là-bas, vous avez le tableau de remerciements. Parce que comme c'est en différé, je voulais quand même qu'il y ait un retour sur celui qui écrit. Donc quand on lit tous les messages en regroupement, quand la boîte est pleine, chaque enfant va ensuite faire un petit cœur à côté de celui qui lui a écrit pour lui dire merci. Il va lui faire un petit cœur. C'est déjà pour faire plaisir à celui qui a pris la peine d'écrire, et c'est aussi un moyen un peu caché pour moi de surveiller qui travaille à l'espace gentillesse. Parce que là, par exemple, je peux voir que Lola, Gabin et Rose n'ont pas de cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore allés à l'espace gentillesse et qu'ils n'ont donc pas encore écrit. Ça va me permettre de les accompagner pour les encourager à aller dans cet espace et à eux aussi écrire des messages pour faire plaisir à leurs copains. D'ailleurs, ils n'écrivent pas forcément à leurs copains parce qu'ils prennent les cahiers qui restent dans la boîte. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'ils écrivent à d'autres personnes que celles vers lesquelles ils auraient été automatiquement. Voilà. Donc le but, en fait, dans tous ces espaces, c'est que les enfants soient heureux de venir à l'école, soient heureux d'apprendre et que de belles relations se tissent entre les enfants. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit.